Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc merci d'être venus assister à cette discussion qui s'inscrit dans la deuxième série des tables rondes architecture et politique. Donc on organise au sein de notre tout jeune collectif qu'on a récemment appelé les causes heureuses. Causes heureuses. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, nous avons souhaité porter ce projet de table ronde dans le but de soulever davantage de questions sur l'actualité politique et son lien avec la profession pour laquelle on est formé, nous, à savoir donc les futurs architectes et acteurs de la fabrique, acteurs de demain de la fabrique des villes et parfois malheureusement de la destruction des villes ou du moins en tout cas de leur transformation profonde. Et donc dans ce cycle sur l'actualité politique, jusqu'à présent, on a soulevé des sujets propres aux villes occidentales, voire uniquement aux villes françaises, enfin aux cas français. Et donc aujourd'hui, on a souhaité étendre notre axe à une autre région du monde, à savoir les territoires colonisés, en proposant un zoom sur la situation en Israël-Palestine. Et donc il nous a paru important de se pencher sur cette actualité, aussi violente, tragique et discordante soit-elle. Et on souhaiterait, en fait, à travers cette table ronde, pouvoir se distancer des images de guerre et de massacres, de violences brutales que l'on voit à travers nos écrans, et peut-être comprendre cette violence dans d'autres complexités, dans d'autres degrés de violence, à travers nos lunettes de professionnels de l'espace de la ville, de l'espace et de la vie. Et donc, pour notre discussion, on a 3 invités. Tout d'abord, donc Léopold Lambert, qui est architecte de formation, diplômé de l'école spéciale, fondateur. Bon, c'est la présentation. Fondateur et rédacteur en chef de la revue The Funambulist, qui est une revue anglophone qui traite des luttes décoloniales, mais également des luttes féministes, queer et antiracistes à travers le monde. Notre deuxième invité, c'est Paola Penney, qui est architecte d'État diplômée de la Villette et qui est aussi enseignante, encadrante au sein du séminaire patrimoine culturel bâti à l'école. Donc, Paola elle a mené des recherches dans le cadre de son mémoire de master sur l'instrumentalisation spatiale du conflit israélo-palestinien, suite à sa rencontre avec le collectif anti-occupation All That's Left, qui agit auprès de la population palestinienne. Et enfin, notre troisième invitée, c'est Clémentine, qui est architecte aussi de formation et activiste dans le collectif Urgence Palestine, qui milite pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza et pour la fin de l'apartheid et de la colonisation à travers l'ensemble du territoire en Israël-Palestine. Donc, dans un premier temps, on va définir un peu les termes à travers une présentation des contextes historiques du colonialisme, celui du contexte en Palestine-Israël, donc et aussi au regard du rôle politique qui est conféré à l'architecture dans l'entreprise coloniale. Dans un deuxième temps, on verra la manière dont les destructions des villes et les villages, et notamment les villages palestiniens et la construction des colonies, participent à alimenter le conflit à travers l'effacement des formes bâties et les formes bâties que prennent les colonies. Donc Paola nous présentera notamment le cas de 2 villages palestiniens dans lesquels elle est intervenue, qui se situent en territoire en Cisjordanie, occupée. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment a émergé et émerge dans les contextes de conflit et de guerre ce que l'on appelle l'architecture forensique, donc forensic architecture en anglais, qui est une nouvelle approche d'enquête qui emprunte les outils d'analyse de l'espace et les propriétés bâties des villes. Et on verra comment ces méthodes de sorte de médecine légale de l'architecture, proche de l'archéologie du crime, parviennent parfois à produire des preuves ou des contre-preuves auprès des institutions internationales de justice. Donc voilà, pour commencer, on va laisser Léopold du coup nous faire sa petite présentation pour le contexte. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour cette invitation comment t'as dit le nom du groupe ? Causes heureuses, les causes heureuses, voilà, c'est ça. Ça m'a pris une seconde pour comprendre le jeu de mots, mais je suis un peu fatigué. Mais donc oui, un grand merci. Et puis surtout, ce que vous ne voyez peut-être pas en arrière-plan, c'est la quantité d'efforts et de travail qui a été mis par ces différents membres pour organiser cet événement ce soir et le préparer de manière de manière très construite, excusez-moi. Dans certains contextes de colonies de peuplement, on peut commencer des présentations en faisant
une reconnaissance de terre. Moi, j'aimerais vous faire une reconnaissance de temps et vous dire que, bon là, probablement que la plupart des gens dorment en Kanaki tout de suite. Néanmoins, on en est à maintenant 6 mois de mobilisation du peuple kanak pour éviter ce qu'il appelle la recolonisation de Kanaki au niveau du dégel du corps électoral là-bas. Et donc avec les choses qui se sont particulièrement précipitées ces dernières nuits, et notamment 3 personnes kanak jeunes qui ont été tuées par des milices de colons cette dernière journée, avec sans doute un bilan bien pire dans les jours à venir. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous marque particulièrement, surtout dans le pont qu'on peut faire avec la situation en Palestine. Et puis une autre reconnaissance temporelle, c'est qu'on est le 15 mai aujourd'hui, et le 15 mai c'est le jour de la commémoration de la Nakba. Donc c'est aussi particulier pour nous de faire cette table ronde aujourd'hui. Effectivement, je vais faire une toute petite introduction qui va être 1000 fois trop sommaire, mais de toute façon Paola reviendra avec les choses beaucoup plus dans les détails sur des situations précises. Mais peut-être pour commencer, je dirais que la manière parce qu'en fait cette petite présentation de début va plutôt présenter l'architecture comme ce que j'appelle la meilleure amie du colonialisme de peuplement, et puis on verra plutôt par la suite la manière dont des architectes ont pu se réapproprier leurs moyens de production, si on peut dire, pour peut-être faire œuvre utile pour la lutte palestinienne. Mais donc voilà, l'architecture, telle que je la conçois personnellement, c'est comme la discipline qui organise les corps dans l'espace. Et c'est vrai dans l'endroit où on est, mais ça l'est encore plus dans des contextes de colonialisme de peuplement tels qu'en Palestine. Et donc voilà, un petit peu ce que je vais présenter en forme d'introduction, ça va essayer de montrer un petit peu ça. Mais peut-être pour parler de Palestine elle-même et de son espace-temps, déjà je dirais que d'un point de vue des lectures qui peuvent être faites, je vous inviterai, pour celles et ceux qui sont assez à l'aise avec l'anglais, mais c'est pas un livre académique, donc c'est pas si dur à lire, le livre relativement récent de l'historien palestinien Rachid Khalidi sur la guerre de 100 ans en Palestine, parce que justement on commémore la Nakba, mais la lutte palestinienne n'a pas commencé avec la Nakba et n'a pas commencé uniquement avec le colonialisme de peuplement israélien, mais bien avec celui britannique au début, suite à la dislocation de l'Empire ottoman. Donc ça, c'est le genre de carte que je fais pour parler un petit peu d'espace-temps. Elle va pas être très lisible comme ça, mais c'est pas très grave. Mais c'est aussi une manière de penser à la cartographie autrement que d'un point de vue strictement géographique. Mais donc voilà, on a un mandat en Palestine un mandat britannique colonial de la part de la Société des Nations qui débute à la suite de la fin de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on a par la suite la Nakba de 48 auquel je reviendrai tout de suite. Mais justement, toujours dans cette espèce de saut entre le temps et l'espace, et de penser les deux en même temps, ça me semble quand même important de dire que la Palestine, déjà, c'est un pays entier. Et donc, ce qu'on appelle Palestine, il s'agit de tout ce territoire du Levant. Et en fait, ce qui s'est produit d'abord en 1947, parce que généralement, on a tendance à placer la Nakba le 15 mai 1948, c'est-à-dire le jour de la création de l'État d'Israël. Néanmoins, les milices paramilitaires sionistes avaient déjà commencé leur nettoyage ethnique dès 1947, qui consistait donc à vider les villages palestiniens et les quartiers palestiniens des plus grandes villes pour s'en emparer. À ce sujet, l'appareil petit conseil lecture, il y a Fayard qui avait publié un excellent livre de l'historien israélien Ilan Pappé qui s'appelait Le nettoyage ethnique de la Palestine, avec
depuis octobre, il y avait un besoin un peu plus pressant de rééditer ce livre. Fayard a refusé. Fayard avait les droits, littéralement, et a refusé de republier ce livre. Et la Fabrique, du coup, s'en est emparée, a acheté les droits et vient de republier ce livre que je vous conseille. Mais du coup, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que du coup, les trois territoires généralement qu'on assimile à la Palestine et que je vais un tout petit peu présenter très rapidement, c'est Gaza, c'est la Cisjordanie, c'est éventuellement Jérusalem comme Jérusalem Al-Quds comme une entité peut-être à part, mais c'est aussi Israël et ce qu'on appelle la Palestine de 48. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, tous les documents que j'essaie de présenter, je le fais pas systématiquement, mais parfois j'aime bien que tous les documents sont des choses que j'ai moi-même produites, que ce soit des photos, des cartes, pour qu'en fait il y ait un degré de séparation qui soit moindre entre les documents et vous-même. En fait, c'est juste par mon intercession, je sais plus si c'est ça comme ça qu'on dit. Et donc voilà, donc il y a sans doute énormément de choses qui manqueront, mais au moins ça vous aurez quand même un certain sens de cohérence, au moins graphique, à travers ça. Donc 1948, c'est évidemment une date fondatrice pour la création du colonisme de peuplement encore sioniste, mais une autre date qu'on peut mettre en exergue, et notamment pour sa qualité géographique et territoriale, c'est la Nakba, c'est-à-dire la guerre des 6 jours en juin 1967, qui a vu l'armée israélienne envahir la bande de Gaza qui était sous administration égyptienne, la Cisjordanie qui était sous administration jordanienne, le Golan qui était les hauts plateaux syriens que vous voyez en haut à droite, et puis toute la péninsule du Sinaï qui est bien évidemment en Égypte. Donc à l'heure d'aujourd'hui, 3 de ces 4 territoires, y compris Jérusalem-Est, restent sous occupation israélienne. Il n'y a que le Sinaï que l'Égypte a su reconquérir en 1973, qui a vu une désoccupation. Ça, c'est une carte que j'ai faite il y a pas mal d'années, mais qui essaye un petit peu de donner une vision holistique des différents mécanismes architecturaux du colonialisme de peuplement en Palestine. Donc vous avez Gaza ici, la Palestine de 48, donc Israël ici, avec tout de même 20% des citoyens de l'État israélien qui sont palestiniens. Et puis la Cisjordanie ici, avec Jérusalem qui est dans cette espèce d'entonnoir ici. Je peux zoomer un petit peu plus. Et donc je vais revenir un petit peu à cette carte, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais pour parler de ces 3 territoires et de la dimension architecturale de ça. Alors Gaza, il s'avère que Gaza, moi j'y suis jamais allé. J'ai commencé à aller pas mal en Palestine en 2008. Peut-être qu'à l'époque la chose aurait encore été possible et encore, mais à partir de 2010, c'est devenu et des premières campagnes de bombardement massives qui ont eu lieu par l'armée israélienne, c'est devenu très compliqué d'y aller. Mais du coup, dans cette espèce de logique de vous présenter uniquement des documents que j'ai moi-même produits, je ne suis pas vraiment en mesure de vous en fournir beaucoup. Mais je pense que c'est aussi important parce que, mine de rien, Gaza a été au centre de nos préoccupations, de nos prières, de nos pensées et de notre solidarité ces derniers mois. Mais parfois, disons qu'on a tendance un petit peu à s'attacher particulièrement à la dimension extrêmement spectaculaire et meurtrière, voire génocidaire du colonialisme. Et parfois, ça nous fait un petit peu oublier la dimension beaucoup plus normalisée que l'architecture finalement vient totalement cristalliser, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit peut-être plus volontiers en Cisjordanie comme Paola va vous en parler, ou en Palestine de 48. Mais donc voilà, Gaza en fait il s'agit très simplement, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont dû se familiariser pour celles et ceux qui ne l'étaient pas déjà avec le nombre de cartes qui a pu circuler, mais donc il s'agit alors j'aimais pas quand on disait que c'était la plus grande prison à ciel ouvert du monde avant, jusqu'à ce que je réalise que les prisons sont aussi des lieux de vie, sont aussi des lieux où... J'aimais pas ça parce que je me disais que ça empêchait l'idée qu'il y avait une vie à Gaza, il y avait énormément de vie, il y avait de la joie, il y avait de la danse, il y avait des familles qui se créent,
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une métaphore si mauvaise parce que en prison aussi il y a de la vie, en prison aussi il y a de la résistance. Et donc voilà. Mais donc voilà, toute la bande de Gaza est totalement sous contrôle israélien qui en fait jusqu'à octobre ne fournissait que vraiment le minimum vital pour que les 2 millions de personnes dont les 3/4 sont des réfugiés de 1948 puissent continuer à vivre. Et puis depuis octobre en fait on n'en est même pas à ce minimum là. Du coup, peut-être pour parler de Cisjordanie et de Jérusalem, juste pour présenter un tout petit peu justement cette différente dimension architecturale, parce que en fait, c'est pour ça que, enfin, dans une école d'architecture, je trouve que c'est la dimension sur laquelle on peut insister. On va avoir un certain nombre de choses, mais je vais remettre la carte à chaque fois. Les colonies, Paola va vous en reparler, mais c'est quand même ce sont des colonies qui s'inscrivent dans la mer de ce qu'on peut appeler de manière métaphorique l'archipel palestinien, c'est-à-dire ces îles sur lesquelles l'autorité palestinienne a une souveraineté somme toute assez réduite et que finalement l'armée israélienne n'a que peu de mal à envahir comme elle le fait tous les jours aujourd'hui, notamment dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin et à Naplouse. Mais je crois que là encore Paola y reviendra, donc c'est pas la peine que je m'éternise. Mais les colonies israéliennes en Cisjordanie, qui sont donc en violation de la 4e convention de l'article 49 de la 4e convention de Genève, sont le foyer d'à peu près 800 000, enfin en Cisjordanie et à Jérusalem, sont les foyers d'à peu près 800 000 colons en Cisjordanie, donc qui vivent on est bon? On y met le temps? Ouais, d'accord. D'accord. Et donc voilà, se caractérise par différentes formes d'architecture en fonction de si on est dans un milieu plus ou moins urbain, plus ou moins rural. Là, vous avez Hashomin qui est devant le village palestinien de Nabi Saleh, qui est assez connu pour sa résistance, avec voilà l'entrée d'une des annexes de la colonie où vous avez des jeunes soldats israéliens de 17 ou 18 ans avec des armes pointées à toute personne qui s'y présenterait. Tandis que de l'autre côté, le village palestinien est gardé par cette tour militaire israélienne à l'entrée, et puis que la route principale du village, en l'occurrence, a été aussi barrée. C'est quelque chose d'assez fréquent. Là, dans un contexte beaucoup plus... Je vous donne juste quelques exemples à chaque fois, hein, c'est pas forcément pour aller en détail, mais dans un contexte beaucoup plus urbain, la colonie d'Aroma, prise depuis Bethléem, mais qui est techniquement sur la municipalité de Jérusalem-Est, donc qui a été annexée donc envahie par Israël en 1967 et annexée en 1981. Mais donc et là vraiment on se situe. J'ai déjà vu une photo de la colline avant la colonie. C'est absolument incroyable. Il y avait une magnifique forêt sur cette colline qui a été remplacée par ces horreurs. C'est aussi quelque chose à dire. La colonie est moche. Ça paraît extrêmement subjectif de dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de voir certaines colonies de peuplement, que ce soit aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie ou en Palestine, je me rends compte à chaque fois à quel point la colonie est laide, y compris architecturalement. Et voilà, Ma'ale Adumim, qui est la plus grande de Cisjordanie, où je crois qu'il y a à peu près 60 000 habitants qui y vivent. Bon voilà, après on a toute une typologie architecturale de miradors par exemple qui sont carrément situés là dans des quartiers palestiniens, en l'occurrence dans la région d'Hébron, Al-Khalil. Voilà, avec, on dirait presque des œuvres d'art, hein, avec 18 caméras dessus. Et donc là, à chaque fois, on se situe en quartier palestinien. Donc c'est vraiment véritablement des espèces de petits îlots militaires qui surveillent les allées et venues. De la même manière, bon, les murs, ça semble être un petit peu la typologie architecturale à laquelle on pense le plus volontiers. Et donc le mur de l'apartheid tel qu'on l'appelle. D'ailleurs, oui, je parle de colonistes de peuplement, je parle d'apartheid, mais en fait, ce sont des mots qui sont un petit peu des mots qui ont été des mots un peu transfuges dans le contexte de Palestine. Et ce qui est assez fou dans
ce qui est assez fou, c'est que la lutte palestinienne a réussi à imposer certains de ces mots. Donc, j'ai parlé de la Nakba, la catastrophe, qui peut être comprise aussi comme le processus qui est toujours en cours de colonialisme. Donc, on peut parler de Nakba plutôt de parler que nécessairement de colonialisme de peuplement. De la même manière, je parle de résistance, mais en fait, on pourrait parler d'intifada, qui, là encore, un petit peu permet à la lutte palestinienne de se dire dans ses propres mots plutôt que d'utiliser des mots autres. Mais donc, le mur de l'apartheid, pour utiliser ce terme-là, en fait, généralement, l'espèce de récit qu'on en fait, c'est que ce serait un mur qui serait construit sur les lignes de 1949 de l'armistice qui ont donc séparé la Cisjordanie du reste de la Palestine. Sauf qu'en fait, ce mur tente, c'est difficile à voir peut-être ici, mais tente à chaque fois de ramener autant que possible de colonies dans la partie ouest de ce mur pour que l'accès aux colonies israéliennes se fasse de manière beaucoup plus facile et surtout que l'accès aux personnes palestiniennes de Cisjordanie en soit totalement impossible. Donc ça se présente, de toute façon vous savez bien, il y a plusieurs typologies, mais à chaque fois, voilà, ça c'est littéralement la vue que vous avez quand vous sortez du campus de Al-Quds University. Donc je sais pas, imaginez-vous aller sortir sur le boulevard ici et puis tomber nez à nez là-dessus. Et puis là, pareil, pas très loin aussi à Jérusalem-Est, celle-ci, c'est pour aussi vous montrer les deux côtés du même mur et surtout, justement, encore une fois, éviter le récit selon lequel il y a d'un côté les Israéliens, de l'autre les Palestiniens, alors que par exemple ici, on a plutôt Abu Dis qui est la partie, qui est un village qui était en marge de Jérusalem, et là Jérusalem-Est, donc en fait des deux côtés on a des quartiers palestiniens. Les checkpoints, parce qu'en fait qui dit mur dit porte, et qui dit porte dit clé. Et donc les checkpoints, c'est ce qui permet de justement de contrôler les allées et venues à la fois des véhicules palestiniens en Cisjordanie et des personnes qui ont un permis pour circuler des deux côtés du mur. Et donc il s'agit du quotidien de plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers palestiniens qui vont travailler du côté ouest du mur et doivent revenir tous les jours. J'ai encore quelques petites typologies là. Les infrastructures, les ponts. Bon, je présenterai un tout petit peu le travail des Al Weizmann plus tard, mais ce que lui appelle la politique des verticalités, c'est-à-dire le colonialisme, il n'est pas juste en surface, il est sur plusieurs couches. Les ponts, les tunnels, comme vous voyez ici, le viaduc de Gilo, qui passe au-dessus de Bethléem, mais que les Palestiniens n'ont pas d'accès. Voilà, des routes entières qui sont divisées par un mur, par exemple, comme ici à Jérusalem-Est aussi. Et enfin les camps de réfugiés qui sont une typologie architecturale particulière. Donc les réfugiés, quand on parle de réfugiés dans le contexte de Palestine, c'est tout simplement les 700 000 Palestiniens qui ont été les victimes du nettoyage ethnique de 1948, ainsi que quelques-uns, mais moins nombreux, en 1967, et puis leurs descendants. Donc on parle de 5 millions de personnes qui sont répartis à la fois à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, en Jordanie et au Liban, et qui vivent dans des camps qui ne sont pas exactement les camps auxquels on pense, qui ne sont pas du tout les camps qu'on voit aujourd'hui à Rafah où les gens vivent dans des tentes, mais plutôt dans des quartiers très denses et un peu autoconstruits par endroits, de personnes qui vivent là-dedans depuis 1948. Donc là, par exemple, c'est celui d'Aïda à Bethléem, celui de Kalandia près de Ramallah, et celui du Shuafat à Jérusalem-Est, qui lui est carrément de l'autre côté du mur alors qu'il fait partie de la ville. Et donc il s'agit d'une architecture qui est importante parce que c'est pas une architecture révolutionnaire en soi. Enfin, je veux dire, il y a rien de... C'est pas l'architecture elle-même qui est révolutionnaire, mais il n'est pas étonnant qu'en fait la résistance armée palestinienne se fait principalement depuis les camps de réfugiés, parce que ce sont des endroits que même cette armée surpuissante israélienne est bien normale quand il s'agit d'aller assassiner des résistants palestiniens, de la même manière que l'armée française avait beaucoup de mal à aller dans des bidonvilles ou à la Casbah d'Alger ou à la Casbah de Constantine durant la révolution algérienne. Donc c'est quelque chose qui a... Enfin voilà, il y a vraiment une dimension architecturale à ça qui, à mon avis, est intéressante et importante à souligner. Ah oui, et puis alors, dernier petit chapitre, excusez-moi, je suis beaucoup plus long que ce que je pensais.
mais je pense que je serai un peu plus court que ce qui était prévu sur la toute deuxième partie. Mais du coup, la Palestine de 48, où là, l'architecture palestinienne, elle, a été détruite, mise en ruine, et voire même les ruines elles-mêmes détruites, comme ici à Lifta, à Jérusalem-Ouest. Donc des villages qui ont été vidés, qui ont subi le nettoyage ethnique en 47 et 48. Et les quelques fois où on arrive à voir des ruines, comme ici à Haïfa, c'est vraiment que ces ruines n'ont pas été détruites comme elles l'ont été beaucoup de fois. Voir les architectes, voir des projets immobiliers israéliens qui sont construits sur les ruines elles-mêmes des quartiers palestiniens. De la même manière à Jaffa, qui était la plus grande ville palestinienne avant la Nakba et qui est la voisine de Tel Aviv. Pareil, des projets entiers. Et entre les deux, le quartier de Al-Manshir qui a été complètement rasé en 48, et il ne restait plus que cette petite structure de commerçants palestiniens qui a été colonisée à l'échelle architecturale par un musée à la gloire du groupe paramilitaire sioniste Bigourn, le groupe Stern en français, qui a été celui qui a envahi Jaffa et qui a été l'auteur du nettoyage ethnique. Donc c'est le genre d'architecture qu'on peut voir avec les touristes sur les plages de Tel Aviv. Donc même à Tel Aviv, qui est souvent l'endroit où on essaie de cacher le plus le colonialisme israélien, en fait il est présent à toute personne qui veut bien le voir. Je crois que c'était ma dernière slide pour cette introduction, et je vais maintenant passer le micro à Paola. Pardon, excusez-moi, je vais passer le micro, excusez-moi, désolé. Du coup, pour parler un peu plus profondément d'architecture et colonialisme, et notamment de stratégie urbaine, d'après Jacqueline Beaujeu-Garnier, qui est spécialiste de géographie urbaine, la production architecturale est par excellence la marque du pouvoir. Les classes dominantes inscrivent dans la pierre et par l'architecture leur domination sociale et politique. Donc Léopold, je te repose quelques questions sur ça justement. Donc, quelle a été la stratégie urbanistique coloniale d'Israël en 1948, donc juste après la fin du mandat britannique, et notamment quels ont été les éléments réglementaires qui ont régissé la construction des colonies, c'est-à-dire est-ce que l'implantation des colonies est rendue possible par une réglementation ou un vide juridique, ou comment ça fait partie de la stratégie urbaine d'Israël? Qu'est-ce qui, au regard du droit international, qu'est-ce qui se passe sur le statut de ces colonies, justement? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle colonie. Moi, je fais partie des personnes, mais du coup, c'est important que je le dise, je fais partie des personnes qui pensent que toute construction israélienne, au moins après la Nakba, est une colonie en Palestine. Néanmoins, la manière dont le droit international comprend le terme colonie, c'est plutôt les colonies qui, à l'époque, jusqu'en 2005, existaient à Gaza et qui, aujourd'hui, existent toujours en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc c'est quand même important de le dire, parce que c'est deux visions politiques, pas forcément une qui est très ancrée dans le droit international, l'une qui est plus ancrée dans la manière dont la lutte palestinienne se conceptualise elle-même. Mais donc les colonies en Cisjordanie... déjà, c'est quelque chose qui se passe après l'invasion de la Cisjordanie, par définition, en 1967. À l'échelle de Jérusalem, c'est quelque chose qui se passe assez rapidement, notamment dans la vieille ville. Parce qu'en fait, la vieille ville que tout un chacun ou toute une chacune qui peut se rendre en Palestine, c'est-à-dire qui n'a pas une nationalité algérienne, par exemple, ou libanaise, donc cette vieille ville dans laquelle on a le Saint-Sépulcre où Jésus est mort, le mur du temple de l'ancien temple de Jérusalem, et puis en français le mur des lamentations, pardon, et l'esplanade des mosquées, la mosquée Al-Aqsa. Tout ça, toute cette vieille ville en fait de Jérusalem, elle est du côté est de la ville, elle est vraiment juste de l'autre côté de la ligne d'armistice. Donc en fait, toute occupation israélienne des immeubles, y compris dans le quartier arménien qui est vraiment menacé aujourd'hui, est
est en violation du droit international et de la Convention de Genève. Néanmoins, pour revenir à la question que tu posais au début sur justement juste après 48, alors moi je suis vraiment pas un spécialiste de la manière dont le sionisme s'est matérialisé post-48, mais très simplement les villages ont été rasés et des villes ont été construites au-dessus, ou alors quelque chose sur lequel je peux parler de manière avec un tout petit peu plus de connaissances, c'est la manière dont un organisme qui s'appelle le Fonds national juif, qui fait partie qui fait vraiment partie de la manière dont le sionisme au début du XXe siècle a tenté de se matérialiser. Donc le GNF, c'était un organisme qui a tenté de récolter de l'argent auprès de la diaspora juive dans le monde, la diaspora bien évidemment à qui le sionisme parlait, parce qu'il faut aussi dire que dans la diaspora juive, déjà à l'époque, il y avait aussi notamment les communistes et ce qu'on appelle les bundistes qui étaient anti-sionistes. Et voilà, récolter de l'argent pour acheter des terres en Palestine, pour pouvoir permettre l'implantation de ce qui s'appelait un foyer juif en Palestine. Et en fait, en 1948, il n'y a plus vraiment besoin de collecter de l'argent pour acheter des terres, parce qu'en fait, les terres avaient été envahies. Donc le GNF s'est reconverti dans quelque chose d'autre qui est assez intéressant, qui est la plantation d'arbres et de forêts. Et on pourrait se dire, voilà, on est tous écolos, on pourrait se dire, ah, c'est très bien de planter des arbres, sauf qu'il s'agit déjà d'arbres qui sont assez exogènes au climat palestinien, donc beaucoup de pins, dans un effort un petit peu, alors là qui vient vraiment faudrait aussi parler un petit peu des dynamiques internes à la société israélienne, notamment la suprématie ashkénaze et donc européenne au sein de cette société, mais donc une tentative d'européaniser la Palestine à l'aide d'arbres qui sont plutôt endogènes à l'Europe, pardon. Et ensuite, les arbres ont été pour beaucoup plantés sur les anciens villages palestiniens afin de permettre un petit peu la réalisation de la prophétie, enfin du mythe du sionisme, vous savez, cette grande phrase de un peuple sans terre pour une terre sans peuple, l'inverse, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc voilà, donc pour arriver à ce mythe-là, il fallait le faire advenir, et donc c'est l'une des façons dont ça s'est fait. Juste pour rebondir sur la question de la stratégie urbaine, en tout cas, je suis beaucoup plus spécialisée sur la partie de la Cisjordanie et sur les colonies qui s'y sont développées, mais en tout cas, post-48, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs outils qu'ont instrumentalisé le gouvernement israélien pour pouvoir s'implanter en Cisjordanie. D'un point de vue juridique, on va dire que l'outil, ça a été plutôt d'en avoir rien à faire. Et c'est qu'en fait, les Palestiniens qui habitent encore en Cisjordanie sont propriétaires des terres, ils ont les papiers qui le prouvent. Il y a eu énormément de recours à la Cour suprême de justice une fois qu'ils ont été délogés de chez eux, parce que ils avaient preuve que ces terres-là leur appartenaient et qu'ils avaient le droit de s'y établir. Pour beaucoup de raisons de corruption et puis juste d'instruments politiques, ça n'a jamais donné suite. Donc on leur a juste dit oui, tu peux rester, t'as ta terre. Juste par contre, si on démolit ton logement et si on s'installe aussi dessus, t'as rien à dire. Après, d'un point de vue d'une stratégie économique et politique, je pense qu'en fait, l'intégralité des personnes qui finissent par s'installer dans ces colonies en Cisjordanie, c'est au croisement de toutes ces stratégies-là. Il n'y en a pas une seule qui est vraie et les autres qui ne le sont pas. En tout cas, il y a eu une vraie stratégie économique et politique de la part du gouvernement israélien, qui a notamment fait énormément de médiation sur des logements à très bas coût dans les colonies en Cisjordanie, ce qui a en fait appelé toutes les populations les plus défavorisées qui vivaient dans les grandes villes de Jérusalem, de Tel Aviv, à venir s'installer dans les colonies. Donc ça a massifié en gros... Pardon. Comme ça ? Pardon, j'ai jamais parlé dans un micro. Ok, je vais parler comme ça. C'est pas super naturel. Et donc oui, ça a contribué à la massification en tout cas de tous les Israéliens qui sont arrivés et venus s'installer là.
Il y a eu aussi énormément de médiation à l'international, notamment aux États-Unis, en Russie, qui a fait venir aussi beaucoup de juifs d'autres pays qui sont venus s'installer. Et là, ça rentrait plutôt aussi du coup dans l'instrumentalisation religieuse, du coup, qui complète tout ça, où en fait le gouvernement a évidemment complètement abusé des croyances de ses citoyens pour attiser la haine et puis rameuter le plus de personnes possible qui allaient alimenter ce conflit. Mais du coup, c'était vraiment un plan, quoi, qui est hyper bien ficelé sur tous les volets. Y compris dessiné. Ouais, complètement. Bon, bah, ils ont effectivement, en plus de ça, c'est là où le rôle politique de l'architecte rentre en jeu, c'est que il y a eu évidemment appel à un grand architecte dans Garni Sharon qui a été en fait l'urbaniste des colonies, et c'était vraiment son poste, quoi. Il a répondu à une offre d'emploi, je sais pas comment vous dire, comme on pourrait nous y répondre, quoi. Et c'était un boulot et qu'il a extrêmement malheureusement bien fait, quoi. Voilà. Ok, je vais parler comme ça. Ça va le faire. C'est quoi le problème? T'entends quoi? Pardon? Ok, mais je crois que c'est sur un autre document, c'est pour ça que... Ah oui, c'est vrai. Il est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Non, il est là-haut. Ok. Ah oui. Alors, Léopold, il est un peu allé jusqu'à 1948. Tu as brièvement parlé de la guerre des 6 jours. En fait, cette frise-là, elle est juste là un peu pour rappeler, donc, comme l'a dit Léopold, que le conflit israélo-palestinien, il ne démarre pas en 1948. Il en a parlé avant, il y a eu tout le mandat britannique. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, ce qui était intéressant, c'est que la question de la cohabitation juive et arabe sur les territoires de la Palestine, ils ont complètement précédé la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu notamment un traité qui s'appelait le traité de Sèvres en 1920, où déjà à l'époque, on a divisé le territoire de la Palestine avec la Transjordanie et la Palestine, dans laquelle on a voulu créer un État souverain juif, et ça c'était 1917. Donc en fait, il y avait déjà des tensions qui existaient, où on essayait déjà de trouver des solutions très bancales pour essayer de faire cohabiter tout le monde. Et en fait, le mandat britannique, dépassé par les tensions qui augmentaient de plus en plus sur le territoire, ont clairement refilé le bébé à l'ONU en 1947 en mode trop galère pour nous, démerdez-vous et vous faites quelque chose avec ça, quoi. Donc c'est pour ça que la décision a été prise à 33 votes pour, 10 abstentions et 13 contre, je crois. Et dans les votes pour, il y avait la France, la création de l'Israël en 1948. Et en fait, le territoire de Palestine, donc comme vous l'a présenté Léopold auparavant, ça a été une succession d'occupations et de colonies et de réquisitions, démolitions, reconstructions au fil des années. Et donc ça a effectivement commencé avec la guerre de 6 jours, et la guerre des 6 jours, elle est hyper importante parce que c'est là qu'a commencé la mainmise de l'Israël sur, en tout cas, le territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ils ont donc lancé un conflit armé
envers l'Égypte, la Syrie et la Jordanie qui possédait depuis 1950 la Cisjordanie, se sentant menacés pour des raisons géopolitiques, parce qu'on avait fermé un certain détroit qui ne leur permettait pas d'avoir le commerce qu'ils voulaient. Bref, ils n'étaient pas contents. Et donc, c'était une attaque armée, sanglante, dans laquelle, du coup, ils ont récupéré ces territoires. En réponse à cette guerre des 6 jours-là, il y a eu la guerre du Kippour, où là, ceux qui se sont fait envahir ont répondu. Et donc, effectivement, l'Égypte a réussi à récupérer le Sinaï. La partie de Cisjordanie, comme on la connaît aujourd'hui, colonisée, n'a jamais été récupérée par la Jordanie. L'Israël a gardé la main mise dessus. Et ça a encore fait augmenter les tensions. Et c'est à l'issue de ça qu'il y a eu les fameux accords d'Oslo en 93, où on s'est dit, cette bande-là de Cisjordanie, on ne sait pas quoi en faire, trop de tensions dans tous les sens, il faut la redécouper, la rediviser, et donc il y a eu les accords de Taba en 95, au Pella, je vais y arriver, qui ont du coup redessiné la Cisjordanie comme elle est là. Alors, les chiffres que je vais donner, ils datent de 2020, 2019, quand j'ai fait les recherches. Et malheureusement, ils sont pires aujourd'hui. En seulement 5 ans, c'est drastiquement bien pire. En tout cas, ce qu'il y a bien à comprendre, c'est que la Cisjordanie, elle est divisée en 3 zones qui, en fait, incarnent 3 degrés d'occupation différentes par l'État d'Israël en Palestine. Il y a la zone A d'abord, qui représente 18% de la superficie du territoire. Et en fait, c'est une zone dans laquelle il y a un contrôle civil et militaire palestinien. Donc, traduction, ils ont le droit de construire leur maison et ils ont le droit d'avoir leur propre autorité sur place. Trop gentil. Ensuite, il y a la zone B, où pour le coup, là, c'est 24% de la superficie du territoire et c'est un contrôle civil palestinien. Donc, en gros, ils ont à peu près le droit de construire leur maison, mais c'est un contrôle militaire conjoint israélo-palestinien. Donc, ça commence à sentir mauvais. Et zone C, donc les zones A et B, vous les voyez en taches jaunes sur la carte. Les plus grosses taches encore, c'est les villes et villages palestiniens. Et toute la zone bleue que vous voyez, vert d'eau, quoi, c'est la zone C. Et donc, c'est 60% de la superficie du territoire, une grosse majorité. Et ça, c'est des zones qui sont sous contrôle civil et militaire israélien. Donc, en fait, c'est des territoires où les Palestiniens, techniquement, comme je le disais, ils ont possession des terres, ils ont droit de propriété. Mais ils n'ont pas vraiment le droit de construire leur maison parce qu'ils sont soumis à des ordres de démolition assez récurrents sur lesquels on va revenir. Et c'est sous le contrôle de l'autorité israélienne. Donc ils sont techniquement chez eux, c'est ce qu'on leur dit dans ces accords-là. Mais dans les faits, on se rend bien compte que pas du tout. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est très, très, très fort comme mot, mais ce qui est cocasse, disons, c'est que cette répartition-là, quand j'ai relu les accords, c'était en fait à vocation de transition pendant 5 ans. Donc l'idée, c'était que de base, cette terre-là devait devenir souveraine pour la Palestine, ça devait devenir un État palestinien, et en fait, ils voulaient que pendant les 5 ans, progressivement, les zones C et B se transforment en zone A, quoi, et que globalement, à la fin, tout appartienne aux Palestiniens. Et la tendance qui a évidemment suivi, c'est plutôt que toutes les zones A et les zones B commencent à se transformer en zone C et que la colonie s'étend de plus en plus. Et d'ailleurs, donc pour revenir sur la démarcation historique dont parlait Léopold, la ligne rouge que vous voyez, c'est le tracé historique de la ligne verte, ça s'appelle, un peu contradictoire, c'est une ligne rouge qui est une ligne verte, mais qui en tout cas a été la démarcation, le partage entre la terre d'Israël et la Cisjordanie. Et en fait, toute la ligne noire que vous voyez, c'est le mur qui est concrètement construit et encore en construction, qui, comme le disait très bien Léopold, clairement fait du forcing et est complètement en train de gratter du territoire à l'intérieur autant qu'il peut, quoi. Voilà pour ça. Et du coup, pour présenter un peu mon travail, je suis donc une ancienne étudiante d'il n'y a pas longtemps du tout. Et j'ai rédigé mon mémoire sur le sujet de l'occupation et sur comment l'espace et l'architecture devenaient un outil qui venait servir à un conflit géopolitique. Et j'utilisais Israël-Palestine comme cas d'étude. J'ai fait un Erasmus là-bas. En gros, j'ai vécu là-bas pendant 6 mois. Et j'avais choisi de vivre à Jérusalem de manière un petit peu
stratégique parce que c'était une manière de passer les checkpoints et d'aller en Cisjordanie très rapidement, vu que Jérusalem est vraiment à la frontière sur la ligne verte. Et donc j'ai rejoint une association qui s'appelle All That's Left, qui est une association anti-occupation israélienne. Parce qu'évidemment qu'il y a des Israéliens qui se battent pour ça aussi. Et en fait, c'est une asso qui de base je rejoignais pour faire des manifs et faire des transports de produits de première nécessité en Cisjordanie, quoi. Et ce qui était intéressant et ce qui m'a plu, c'est que au gré des conversations, on a compris que, enfin, ils ont compris, parce que moi, j'ai rien demandé, mais que j'avais peut-être des compétences en étant formée par l'architecture qui pourraient servir la lutte et qui pourraient servir, en tout cas, et de visibiliser et d'aider à la reconstruction dans ces villages, en tout cas de zone C. Donc moi, j'intervenais exclusivement dans des villages de zone C, notamment surtout dans 2, qui sont Oumacher et Khalet al-Dabé en Cisjordanie, donc. Et donc j'ai écrit un mémoire là-dessus qui est venu un petit peu théoriser la manière dont on s'approprie une ville et dont on la colonise et sur quoi on appuie, quel bouton on active pour venir effacer, supprimer une population de son territoire et remettre en question aussi surtout sa légitimité à occuper ce territoire-là. Et donc j'ai un peu catégorisé mes recherches sur 3 axes, qui étaient que l'appropriation d'une ville passait d'abord par une identification. Donc ça passe par un marquage construit, une démolition, une reconstruction, une valorisation qui passe par un accès aux ressources. Et donc tout ça, ça constitue le capital un peu matériel d'une ville, c'est le patrimoine matériel. Mais il y a aussi beaucoup plus flou et comment dire, avec une lecture plus fine, qui nécessite une lecture plus fine à regarder, qui est le capital symbolique de cette ville, c'est-à-dire que pour s'approprier une ville, il faut aussi se sentir légitime, et ça passe par des traces qu'on laisse, par une durabilité, par une transmission, et ça représente du coup le capital symbolique. Et en fait, les Israéliens qui s'installent dans ces colonies-là remettent en question tous ces 2 capitales-là, le matériel, le symbolique, le patrimoine matériel, patrimoine immatériel, afin d'effacer une population qui est installée depuis bien longtemps. Donc pour commencer un peu par le capital construit, matériel, patrimoine matériel, il y a donc un marquage construit de la domination qui passe un peu par 3 outils, qui est un peu la réorganisation du patrimoine matériel, donc ça c'est l'architecture, c'est l'urbanisme. Il y a la suppression des ressources et il y a l'urbicide, qui est un terme sur lequel on reviendra sûrement plus longuement, et qui fait que la ville devient vraiment un objet de guerre. Ça c'était un peu mon hypothèse de départ, que en fait, en plus de ça, surtout en Cisjordanie, alors maintenant, avec tout ce qui se passe à Gaza, on est bien au courant et c'est bien clair que l'atteinte à l'humain, à l'humanité, la violence humaine et le génocide humain est en cours. Mais la guerre qui se menait en Cisjordanie de manière constante, elle était beaucoup plus diffuse et beaucoup plus sournoise, parce que justement, elle s'attaquait, c'était mon point de départ, elle s'attaquait aux bâtis et elle s'attaquait à la ville, elle s'attaquait pas directement aux humains. Bien qu'il y avait des violences humaines qui avaient lieu, mais ce qui était assumé, c'est qu'ils venaient démolir des habitats, ils venaient démolir l'architecture, ils venaient pas tuer des gens. En revanche, quand c'est la 10e fois qu'on démolit ton habitat en 2 mois, au bout d'un moment, on espère juste que tu vas partir ou que tu vas mourir. C'était l'indirect, mais voilà. Donc c'était en ça que la ville contribuait du coup complètement à cette guerre-là. Pardon. Du coup, pour ce qui est de la réorganisation du patrimoine matériel, moi, mon travail sur place, c'était pas mal de faire de la cartographie, enfin du mapping, quoi, et de dessiner l'organisation spatiale et l'urbanisme de ces villages-là, qui en fait opposaient complètement donc la colonie qui était en hauteur. Là, c'est le village de Oumacher, où il y avait les colonies en hauteur, donc avec toutes les grosses constructions bien luxueuses, avec accès à l'électricité, eau potable évidemment, et en fait un véritable enclos dans lequel il y avait le bidonville palestinien, et dans lequel il y avait une organisation des communs sur laquelle on pourra revenir, hyper intéressante. Mais en tout cas, il faut savoir que tous les petits points gris que vous voyez là, c'est des poteaux électriques qui venaient alimenter uniquement les maisons israéliennes et un énorme centre d'élevage intensif de poulets
qui, eux, avaient de l'électricité 24 heures sur 24, quand toutes les habitations palestiniennes n'en avaient jamais. Les 2 points plus foncés ici que vous voyez, c'est 2 bidons d'eau, qui étaient leur seul accès à l'eau. Et ils avaient de l'eau 7 heures par semaine. Et c'était concentré le mercredi soir. Et c'était le moment où il fallait qu'ils fassent tout avec ces bidons d'eau-là qu'on leur accorde. Voilà, donc ça c'était un peu l'organisation spatiale des villages. Donc le grillage que vous voyez là, c'était vraiment l'enclos du bidonville. Dans le fond, il y avait les grandes constructions israéliennes, les bidons d'eau dont je vous parlais. Et puis, bon, ça c'est un autre exemple de village de colons, mais où clairement c'est du bon petit pavillonnaire. À côté des habitats palestiniens qui, à force de démolition, sont réduits à ce qui ressemble en forme à un bidonville. Et en fait, moi, tout mon travail qui m'intéressait, c'était justement de venir regarder cet habitat comme un habitat en tant que tel. Là où l'Observatoire des inégalités nous dit qu'il y a un tiers de la population qui vit dans un bidonville aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, je pense, nous, en tant qu'architectes, de ne pas regarder ces habitats-là comme des habitats en tant que tels, et de comprendre leur fonctionnement et toutes les représentations identitaires qui y sont associées par leurs habitants. Et voilà, donc ce que j'essayais de faire, moi, je reconnais que je passais beaucoup de temps plutôt ici que derrière. Et ça a été une question dans mon travail de mémoire. Je voulais faire au début une grosse comparaison en fait de bâtis entre les deux, mais ça aurait été très déséquilibré parce que j'ai vraiment passé 99% de mon temps dans les camps palestiniens et du coup ça aurait pas été vraiment très très juste. Un des derniers outils matériels utilisés pour supprimer la présence palestinienne sur ces territoires, c'est du coup l'urbicide, c'est la version urbaine d'un génocide. Et donc, il faut savoir que du coup, les habitations palestiniennes dans ces villages-là étaient soumises à des ordres de démolition à peu près de manière hebdomadaire. Et en fait, il y avait de la milice israélienne qui tournait, qui venait un peu regarder les maisons qui étaient encore en bon état, qui étaient encore en parpaing ou en pierre. Et quand c'était un petit peu trop établi pour eux, à leur goût, ils posaient un ordre de démolition dessus. Parfois ils prévenaient, parfois ils prévenaient pas. Et ils arrivaient avec un bulldozer, politique du bulldozer. Et puis ça allait quelque part. Pardon. Oui, en gros, ils s'attaquaient de manière très consciente à des bâtis qui avaient des fonctions de service public où il y avait des réunions communes des citoyens. En fait, ils empêchaient de faire citoyenneté, de faire société dans ces lieux-là. Et donc, il y avait une surveillance par milice et surtout, il y avait, ça c'est important pour la suite, il y avait une surveillance par drone constante qui volait au-dessus des villages et dès qu'ils voyaient qu'il y avait une maison ou qui se reconstruisait ou qui était encore là parce qu'ils ne l'avaient pas encore vue, ça posait un ordre de démolition dessus jusqu'à ce que ça ne soit que de la tôle et de la tente, quoi. Ok. Voilà, ben ça c'est encore du coup d'autres photos un peu dramatiques. Moi, du coup, mon rôle dans l'association a vite été d'organiser des chantiers de reconstruction pour ces maisons-là. C'était pour ça que je travaillais. Et donc, c'était un apprentissage par le faire assez terrifiant parce que j'étais en master, début de master, mais en un sens vraiment, vraiment, vraiment passionnant parce que ça m'a fait développer des outils d'architecte sur lesquels on va revenir. Vraiment puissant, et c'est là où, quand je suis partie d'une hypothèse en me disant que l'architecture et la ville étaient un outil de guerre, je me suis aussi rendu compte que l'architecte pouvait utiliser l'architecture comme objet d'investigation et utiliser ses compétences pour les mettre au service d'une lutte, et ça a été ma passion et ça ne m'a jamais quittée. Et donc, pour revenir, je vous ai parlé un peu d'un capital matériel, d'un capital symbolique dans les démolitions de la ville. Et donc, le marquage symbolique de la domination, de la démolition, ça passe par la violence et l'atteinte au patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est les réunions citoyennes, c'est la cuisine collective, c'est les fêtes, c'est la danse, c'est la musique, c'est la vie, en fait, et tout ce qui constitue une culture d'un peuple.
qui étaient nécessairement supprimés et effacés par ces démolitions. Il y a une forme de négation identitaire, c'est-à-dire qu'on vous retire ce qui fait que vous êtes vous. L'habitat, je pense que pour tout citoyen, ça fait qu'on est ce que l'on est et qui l'on est, ça nous représente, notre manière d'habiter, individuellement et collectivement. Et c'était ça, vraiment à quoi il faisait atteindre derrière. Au-delà du matériel, au-delà de la pierre qui cassait, il venait nier l'identité et la légitimité des Palestiniens sur le territoire. Donc ça passait vraiment pareil par une suppression aussi de la mémoire collective du lieu. C'était souvent ciblé sur des souvenirs historiques partagés par tous les habitants qui venaient supprimer pour qu'il n'y ait plus rien qui existe à eux vraiment sur place. Et du coup, c'est là que la ville devient aussi un objet donc, de légitimité, parce que quand on arrive face à ces villages-là où on voit des constructions très bien établies, très neuves, qui ont l'air de tenir au vent et à la pluie, et quand on voit des tentes à côté, d'un premier regard, ça dit quelque chose sur qui a l'air d'être plus légitime d'être sur ce territoire qu'un autre. Et en fait, là, ce qui était hyper intéressant, justement, avec les outils d'archi qu'on possède tous, c'était de regarder au-delà de ce bâti-là. On possède des compétences sociologiques, anthropologiques, autres que simplement techniques et matérielles, qui font qu'on peut analyser aussi les pratiques de l'espace, on peut analyser la manière de faire communauté, et ça permet aussi de, du coup, venir re-questionner cette légitimité sur le terrain. Donc c'est un peu les deux questions que je pose pour finir, c'est pour montrer un peu les outils d'analyse d'abord que possède l'architecte pour lutter contre cet effacement-là, parce que ça a commencé par une analyse, en tout cas pour moi. Donc c'est vrai que ça a commencé d'abord par de la lecture des habitats, des habitantes et des cultures constructives. Donc c'était beaucoup de relevés d'habités qui, au gré des entretiens et au gré des lectures, des matérialités, de tout ce qui était employé, me permettait, par le dessin notamment, plus encore que par une photo, de faire ressortir les représentations identitaires de ces habitants dans leur habitat, qui faisait que c'était un habitat malgré tout, et que malgré la forme insalubre et non pérenne que pouvait avoir l'habitat, ça en était bel et bien un. Et donc je faisais ressortir dans mon travail notamment l'ancrage sur la terre palestinienne, l'utilisation de la structure bois qui était en fait du bois d'olivier, qui est un symbole hyper important pour les Palestiniens, qui représente l'espoir historiquement. Et puis tous les tissus qui tapissaient les bidonvilles étaient en fait des tissus ancestraux qui revenaient des arrière- et arrière-grands-parents, sur lesquels les cultures bédouines mangeaient, recevaient, etc. Enfin, en fait, c'était bourré d'identité, ces habitats-là, et c'était tout un travail hyper intéressant possible dans les mains de l'architecte que de le représenter et de le verbaliser. Donc je vous ai parlé du bois d'olivier. Effectivement, c'est une commémoration qu'il y a dans beaucoup de villages palestiniens où chaque année on plante des oliviers, qui est en fait l'arbre qui pousse normalement naturellement dans cette région-là, et qui a souvent été rasé. Quand on parlait de l'accès, la suppression des ressources, je vous ai parlé de l'eau, mais il y avait aussi évidemment toute l'atteinte à l'activité agricole des populations palestiniennes. Et donc replanter un olivier chaque année, c'était aussi forme d'espoir et de l'arbre nourricier qui allait renaître de ses cendres. Et chaque année, on en replante et on n'abandonne pas. Et c'est vrai que c'était aussi intéressant d'analyser les bidonvilles au regard de la culture bédouine et de leur forme d'habitat à eux, parce que du coup on lit très différemment l'habitat, et il y a tout un rapport à la culture constructive et à la justesse de notre lecture qui était importante pour comprendre ce que j'étais en train de regarder et ce dans quoi je vivais aussi pendant un moment. Et après, ce qui était intéressant aussi, du coup, ce qui fait partie de nos outils, c'est aussi la lecture de la pratique de l'espace, au-delà de sa matérialité. Et en fait, la manière de faire communauté, de se rassembler, de mutualiser aussi des services. Il y avait du coup toute leur cuisine qui était mutualisée pour tout le village. Il y avait des salles de fête, il y avait des salles ils recréaient des tentes de fête, de réception, de réunion.
Et puis le dessin était aussi un moyen. Ça, j'avoue que sur le terrain, c'est quand même un outil qu'on a parce qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment dans des endroits tendus comme ceux-là, où les gens sont pas forcément ok de se faire prendre en photo. Et dans ce cas-là, le dessin est une super arme pour quand même capturer un moment et s'assurer qu'on peut en garder une trace. Là, en haut à gauche, j'étais notamment invitée à un mariage qui était fou. Et en fait, c'était assez incroyable d'arriver avec les outils pour regarder ça, parce que dans le même village, donc il y avait les constructions israéliennes cité dortoir complètement. Très bien construite, mais où il y avait franchement aucune vie. En fait, les personnes partaient travailler le matin, notamment souvent dans les grandes villes, comme je vous le disais, c'était souvent des personnes plus défavorisées des grandes villes qui venaient vivre dans ces colonies. Donc, en fait, c'était l'équivalent de métro, boulot, dodo, quoi. Ils partaient le matin, ils allaient travailler, ils rentraient le soir et c'était basta. Là où dans les villages palestiniens, il y avait une vie absolument dingue. Et en fait, quand nous, on est capable de regarder ça et de le mettre en forme, on est peut-être aussi capable de venir re-questionner qui est finalement le plus légitime d'être ici, parce que c'est quoi être habitant? Est-ce que c'est d'avoir un habitat solide, ou est-ce que c'est d'habiter l'espace collectivement et de s'organiser en société? Et ça, c'était une manière de le montrer, quoi. Et notamment donc, dans un des autres villages dans lesquels j'ai travaillé, qui était Khalet al-Dabé, je faisais aussi un peu un travail, parce que là-dedans, j'avais vraiment pu assister à une succession de démolitions à n'en plus finir. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir comment chaque bâti était retransformé en un autre, une fonction était transférée d'un bâti à un autre. Il y avait notamment la plus grande maison du village qui avait été utilisée comme école. Et évidemment, elle a été démolie rapidement après. Et puis après, c'était des concertations citoyennes pour savoir dans quelle nouvelle maison on va pouvoir mettre ça. Est-ce qu'on le répartit en 3 chambres? Toi, tu peux faire les cours quand? Non, mais toi, chez toi, c'est dangereux pour les enfants. Et il y avait en fait toute une question sur la spécialité là-dedans qui était passionnante. Et ça traduisait surtout d'une résilience hyper inspirante dans l'architecture et dans l'espace dans ces moments-là. Et donc enfin, pour vous parler un peu aussi du coup des outils plus opérationnels que j'ai eu l'impression d'expérimenter, en tout cas sur place, je vais un peu vous présenter tout le processus de reconstruction d'une des maisons sur lesquelles j'ai travaillé. Donc il y a eu une première démolition de l'habitat d'Ismaël et de sa famille. C'était en octobre 2019 quand je suis arrivée. Donc il y a les forces de l'ordre israéliennes qui sont venues déposer un premier ordre de démolition. Et comme c'était une des plus grandes maisons du village, elle servait du coup aussi d'école, c'est celle dont je vous parlais. Donc il y a eu une première reconstruction qui a suivi, spontanée par les habitantes. Et donc ça a été fait quelques jours après la démolition. Et il y a eu ensuite du coup une seconde démolition. C'était sous justificatif de réponse. C'était quoi? Réponse à la provocation. Parce que des fois, ils nous donnaient des petits papiers pour nous expliquer pourquoi ils allaient le faire. Alors, ils trouvaient des trucs marrants à nous dire. Donc, ils ont redémoli cet habitat-là. Donc, à droite, c'était une scène un peu tendue où on a eu la milice israélienne en face de nous. Et en fait, c'était toute une stratégie vraiment folle de travailler là-dedans, parce que il fallait être discret, il fallait être rapide. Et en fait, on a justement un peu appris de nos erreurs, parce que quand on a reconstruit cet habitat très rapidement après, assez visible, bien exposé, que les drones ont pu voir très rapidement, il s'est fait démolir 2 semaines plus tard. Donc on s'est dit, ok, on va pas faire ça indéfiniment, il faut trouver d'autres solutions, il faut réfléchir, parce que on n'aura plus de force au bout d'un moment, et puis c'est pas viable. Et donc on est passé par une phase de concertation avec tous les habitants du village, dont c'était par l'intermédiaire d'un facilitateur, ça s'appelle. C'était en fait un gars du coin qui était activiste et hyper engagé, qui s'appelle Basile. Et donc on a organisé plusieurs réunions de concertation, et c'est au cours de ces échanges que y a les anciens et les anciennes du village qui nous ont fait part de l'existence de grottes qui avaient été creusées dans la montagne autrefois, où étaient stockés le bétail et les vivres, parce que du coup les cultures bédouines avaient un élevage assez important. Et du coup, le village d'Oumarer était préoccupation, un village agricole très actif de la région.
Donc, on a commencé à réfléchir et on s'est dit que les grottes, ça pourrait être pas trop mal parce que déjà, il fait quand même beaucoup moins chaud que quand ça surchauffe dans des maisons en tôle. Et puis surtout, ce qui était très malin, c'est que les drones, quand tu es dans une grotte, dans la montagne, ils peuvent pas te voir. Et ils n'allaient pas pouvoir repérer la naissance d'une nouvelle maison qui allait sortir de terre. Et donc, ça a été toute notre stratégie, c'était de faire ça sous leur nez, sans qu'ils nous voient. Donc, il y a eu un repérage et des études de faisabilité qui ont été faites dans les premières grottes. Il y a eu du déblayage qui a commencé. Et puis, ça a donné aussi possibilité à de la formation et de l'entraînement à la taille de pierre. Et ça nous a pris du temps, mais au bout d'un moment, on a fini par redéblayer l'ancienne grotte. On a pu aplanir le sol. Donc les étapes de chantier, elles étaient assez physiques. Et donc on pouvait organiser raisonnablement que des séances assez courtes avec des bénévoles. Et ces 2 premières étapes, elles ont pris plusieurs mois en fait. Parce qu'elles ont été diffusées sur plusieurs week-ends. Et enfin bref, ça a été assez laborieux. Mais on a fini par pouvoir poser la chape béton, tailler un peu plus les murs. Donc ça, c'était pour objectif de rendre une forme sphérique un peu plus lisse. Et ensuite, de faire les enduits et l'aménagement avec les chambres, le séjour dans la grotte, quoi. Donc en fait, ça a donné place à des plans, des coupes de logements qui étaient assez folles. Voilà, et donc du coup, dans les missions, enfin dans les compétences en tout cas, que moi j'ai eu l'impression que ça a éveillé chez moi et que je pense tout architecte peut mettre à disposition pour ce genre de lutte, c'est d'abord la concertation citoyenne, qui est une énorme partie du travail, et sans quoi rien ne se fait, parce que sans les vieux du village, on n'aurait jamais eu cette idée-là, et ça n'aurait jamais été fait. Il y a un travail de sourcing, donc c'est du repérage des matières et matériaux qu'on a à disposition sur site, localement, et ça c'est une compétence en fait qui se développe. Une compétence de réemploi aussi, parce que du coup, dans l'urgence et dans la misère, on a de l'innovation et de l'ingéniosité constructive folle en réemploi, qui était vraiment passionnante à répertorier. Il y a une compétence de formation à l'autoconstruction aussi, parce que donc, nous, en fait, notre idée, en tout cas moi, ma posture sur laquelle je me suis beaucoup interrogée, en travaillant là-bas, en venant de France, en étant occidentale, en étant extrêmement jeune, avec aucune compétence, enfin bref, je me posais beaucoup de questions sur pourquoi moi je faisais ça, quoi, et quel droit j'avais de prendre ces responsabilités-là. Mais du coup, ça a forcément été accompagné par de la transmission et de la formation parce qu'en plus, dans la lutte et dans la solidarité internationale, on souffre très souvent d'un turnover fou. Les gens donnent de leur temps un temps, et j'en fais partie, je suis revenue, je vis pas encore là-bas. Mais en tout cas, on donne de notre temps comme on peut un temps, et après on s'en va. Et parfois, du coup, des pratiques meurent en même temps que les personnes s'en vont. Et c'est ce qui avait été le cas avec notamment le chantier de reconstruction. Quand je suis arrivée, ça faisait 5 ans que c'était à l'arrêt parce que plus personne l'avait repris. Donc c'était très important de passer par la formation. Et après, il y avait des missions de maîtrise d'œuvre et pilotage de chantier un peu plus classiques, classiques ou non, mais qui s'apparentaient à peu près le plus de ce qu'on fait et ce pourquoi on est formé en école, quoi. Voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ça va ? Merci. Je vais parler dans le micro, pardon. Pour ma part, j'avais une question. Justement, donc, tu as parlé de transmission. Tu as parlé de la lutte dans le temps, de son futur, de son continuum ou non. Moi, je voulais te demander qu'en est-il aujourd'hui, justement, de ces actions au sein de All That's Left. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y en a est-ce qu'elles ont toujours besoin d'une aide israélienne, donc comme tu disais, en facilitateur pour exister? Et est-ce qu'avec toi, il y avait d'autres architectes est-ce que tu connais d'autres formes d'entreprises de solidarité comme celle-ci aujourd'hui?
Oui, enfin en tout cas, voilà. Et puis qu'en est-il aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe Merde, j'ai oublié le début, c'était quoi? Ah oui, non, ça c'était la fin, mais ok. Oui, oui. Alors, en fait, quand j'ai parlé de facilitateur, c'était... alors, pour vous, du coup, c'était un Palestinien qui, en fait, venait de là-bas et qui, notamment, en gros, était traducteur aussi. Parfois, c'est pas la même personne, il y en a deux. Mais ça, c'était un gros avantage dans l'assaut parce qu'on avait beaucoup d'Israéliens qui parlaient très bien arabe aussi. Moi, je commence à apprendre, mais c'est pitoyable. Je dirais pas que je parle arabe, malheureusement. Du coup, lui, il nous permettait déjà d'être une personne en fait de confiance pour les habitants, parce que quand tu arrives toi tout seul en tant qu'assaut pour la première fois, débarquer chez des gens qui sont en mode non mais comment ça tu vas venir reconstruire ma maison, mais enfin tu peux être bien accueilli, mais tu pourrais aussi être pris par des gens qui te disent un peu tire-toi de là, et ce serait normal en fait. Et du coup, avoir quelqu'un de là-bas en qui les personnes ont confiance et qui t'introduisent et qui crée un dialogue apaisé, ça donc facilite énormément les choses. Et ça, je pense qu'en fait, ça restera indispensable pour n'importe quelle intervention de solidarité internationale, où que ce soit. Après, du coup, pour les actions d'All That's Left, je sais que, donc, moi, je travaillais pas mal en binôme avec un gars qui était archéologue et un autre qui était géologue. Donc ça a pas mal servi, notamment quand on a voulu retirer des pierres dans une montagne, parce que là, moi, j'étais pas sûre de moi. En fait, dans ces cas-là, moi, je trouvais ça assez fascinant à quel point, justement, toutes les compétences de tous les métiers peuvent être mis au service de... Enfin, je veux dire, on avait une community manager d'une boîte qui, du coup, nous faisait une médiation de fou sur notre travail. On avait des historiens qui, du coup, nous permettaient d'être hyper justes dans notre manière d'aborder les territoires. Enfin, voilà, je pense que, de manière générale, on se complétait plutôt tous bien. Et puis, il y avait des gens... Enfin, bref, je veux dire, il y avait aussi des personnes qui, leur profession ne servait pas forcément... la lutte, mais leur temps et leur énergie et leur amour, pour le coup, oui. Et au final, c'est un peu tout ce qui compte. Mais c'est vrai que la spatialité de la lutte, en tout cas, et puis de ces villages colonisés-là, je sais que, en ayant pas mal travaillé avec l'archéologue et le géologue, ça s'est beaucoup transmis à travers eux. En tout cas, ce que moi, je voyais en tant qu'archi possible ou pas. Et je sais qu'eux continuent à travailler comme ça maintenant. Le pôle reconstruction existe encore. Il n'y a plus d'architecte que pour l'instant. Je crois qu'il y a une archi qui est passée un temps, mais elle n'est vraiment pas restée longtemps. Mais en tout cas, ils sont encore hyper actifs là-bas. Aujourd'hui plus que jamais. Et c'était assez fou d'ailleurs parce qu'en fait, petit aparté sur Gaza, mais il y a eu un pressentiment en tout cas de leur part que ça allait péter. Dans le sens où ils sont du coup très au courant du nombre de militaires israéliens qu'il y a sur site. Ils les connaissent par cœur, ils vont en garde à vue chez eux toutes les 3 semaines. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est limite s'ils se checkent pas, quoi. Et en fait, là, ils en ont vu le double, voire le triple arriver 2 semaines avant le bombardement de Gaza, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les yeux du monde rivaient sur Gaza, et à très juste titre. L'Israël en a profité pour du coup déployer encore plus sa milice côté Cisjordanie à l'est et pour envahir encore plus de territoires et démolir encore plus de maisons. Et vu que plus personne regardait vraiment ça, parce qu'on peut pas regarder toutes les horreurs en même temps, ils en ont vachement joué et voilà. Mais du coup, tout ça pour dire qu'ils sont d'autant plus actifs plus que jamais en ce moment et ils ont d'autant plus besoin d'aide. Et c'est tout un réseau. Waouh. Ok. Je crois qu'il m'a boycotté de ouf. Tout un réseau d'associations qui existent là-bas, Bethléem, etc., qui luttent à peu près toutes pour la même... Enfin, pas forcément sous le même mode opératoire, mais évidemment toutes pour la même cause, et qui sont en réseau, et on avait souvent de l'aide d'autres associations qui venaient nous rendre des coups de main, et vice-versa, quoi. Est-ce qu'il y avait une première, on va dire, raison pour la première démolition
Alors, du coup, là, dans ce cas particulier-là, la maison d'Ismaël servait d'école pour le village. C'était la plus grande maison qui restait construite en pierre, pierre par pain. Et ils ont réussi à plutôt bien le dissimuler pendant un temps. Donc, comme ça n'a pas été repéré, ils se sont pas fait emmerder. Et puis un jour, ça n'a pas loupé. Il y a eu des visites des ordres de l'autorité israélienne pendant qu'ils étaient en train de faire cours à des petits. Et quand ils ont compris qu'en gros ça servait à faire école et qu'ils apprenaient à lire à des enfants, et voilà, là ils se sont dit non, ça c'est pas possible, donc ils ont posé un ordre de démolition premièrement pour ça. Et en fait, de manière générale, je sais pas pourquoi ça coupe, c'est souvent justement un peu les espaces qui servaient à faire communauté qui étaient démolis en premier lieu. Après, ça c'était un peu vrai au début, et maintenant j'ai l'impression, en tout cas depuis que je suis partie, qu'ils s'embêtent même plus, quoi. Il n'y a même plus vraiment besoin de raison, parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus aucun lieu collectif, juste ils veulent plus qu'il y ait de maisons en dur qui perdurent. Et ils espèrent en fait les avoir à l'usure, quoi. C'est vraiment toute la stratégie, de les fatiguer, parce qu'ils en auront marre de reconstruire un logement au bout d'un moment, quoi. Sur le premier papier, c'est une bonne question. Je me souviens plus s'ils avaient mentionné que c'était pour l'activité de l'école. Moi, j'étais là quand ils sont passés et qu'ils ont vu l'activité, et on a reçu l'ordre de démolition la semaine d'après. Donc, nous, on a fait le lien. Est-ce que c'était rédigé? Je ne sais plus. En tout cas, souvent, ce qui était marqué, c'était activité suspecte ou frauduleuse, tu vois. Type montée du terrorisme chez eux, là, avec les gamins de 4 ans, tu te doutes bien qu'ils étaient en train de préparer le prochain attentat, et donc on fait tout sauter, quoi. C'est généralement ça, parce que c'est un peu leur seul argument, hein, finalement. Mais non, je pense pas qu'ils assumaient au point de dire non, vous n'enseignerez pas l'écriture aux enfants. Ils y allaient pas comme ça. C'était plus fourbe. Ouais. Ouais. Alors, je pense que ma vision sur ta réponse va être très biaisée, parce que je me suis entourée exclusivement d'Israéliens. Enfin, exclusivement. J'en ai rencontré qui étaient sionistes et qui étaient absolument pour l'occupation. Mais majoritairement, dans les milieux dans lesquels j'ai traîné, j'étais qu'avec des Israéliens formidables qui étaient hyper militants. Et ce serait un énorme raccourci que de te dire qu'ils sont tous pour la paix et qu'ils veulent tous sauver les Palestiniens. C'est pas le cas, malheureusement, c'est pas la vérité. Le fait est que par contre il y en a, ça je le sais. Et eux, pour le coup, ils se mettaient... En fait, si tu leur poses la question, ils te diront qu'ils se mettront du coup, en fait, jamais vraiment à risque, parce que eux, il va jamais vraiment rien leur arriver. Eux, on démolit pas leur habitat. Eux, on les empêche pas de se nourrir, on les empêche pas d'avoir de l'eau. Donc, ils avaient vraiment... c'était la fougue militante et l'altruisme qui leur faisait tellement se dire que, comparé à ce qu'ils vivaient en face d'eux, eux craignaient rien. Mais par contre, c'est vrai qu'ils se faisaient arrêter toutes les 2 semaines. Ils ont passé des nuits en prison, dans des conditions pas ouf. Et surtout, clairement, pour voyager, c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils sont fichés comme c'est pas permis. Mais bon, proportionnellement, si tu veux, ils se faisaient pas plus que ça emmerder, au final. Alors, moi, il y a eu une seule fois où j'ai assisté à une perquise, quoi. Enfin, en gros, ils ont voulu nous mettre en prison, quoi. Alors, dans ces moments-là, je peux donner un conseil quand vous êtes... J'avais l'avantage, le privilège fou face à eux d'être blonde aux yeux bleus, qui a joué la meuf qui parlait même pas anglais, qui était en mode « mais je comprends pas, je suis pas en Israël, moi j'étais là venue pour faire des vacances ». Bref, j'ai joué la conne, quoi, à fond. Ça a très bien marché, donc ils m'ont pas arrêté, ils se sont dit « non mais c'est bon, elle est paumée ». Rien à foutre, genre j'ai juste posé la hache 2 minutes avant, quoi.
Mais par contre, eux, ils étaient fichés. Et puis, évidemment, il y a un racisme exacerbé terrible qui faisait que si j'avais eu une tête de algérienne ou libanaise ou arabe, tout simplement, ils auraient même pas réfléchi, ils m'auraient embarqué, quoi. Donc, il y a eu des moments de tension, c'est sûr, et il y en a tout le temps. Mais voilà, en comparaison à la violence qui est en face, c'est toléré par les militants, généralement. Accrochez-vous. Je fais cette seconde partie. Peut-être que la première aurait pu s'appeler l'architecture contre la Palestine et celle-ci s'appelle les architectes pour la Palestine. Même si je vous avoue que j'ai pas tellement tendance à être très tendre avec les architectes, donc c'est un titre très généreux. mais voilà, avec cette œuvre d'une amie d'Imas Rouji qui a recréé, enfin là, je vais vous faire un peu une chronologie, mais juste pour la présenter, c'est l'image d'entrée. C'est une reproduction d'une des fenêtres de la mosquée Al-Aqsa qui a été régulièrement attaquée par la police israélienne, donc la mosquée qui est sur l'esplanade. Généralement, quand on pense plutôt au Dôme du Rocher, quand on pense un petit peu à l'esplanade des mosquées, mais en fait la mosquée Al-Aqsa, c'est vraiment toute l'esplanade, mais en particulier la mosquée là où les prières ont lieu justement les prières peuvent totalement dépasser l'espace de la mosquée. Mais donc, comme vous aviez pu voir, sans doute en 2021, 2022, 2023, il y a eu des invasions de la mosquée par la police israélienne, notamment à coup de gaz lacrymogène. Et afin d'envoyer les gaz lacrymogènes, ils avaient défoncé une fenêtre qui est d'ailleurs toujours, enfin en tout cas quand j'y étais en mai, elle était toujours ouverte. Et donc Dima, en hommage, l'a reproduite. Et Dima est une architecte. Mais donc un petit peu pour vous faire. En fait, c'est une gageure c'était pas facile cette mission de parler un petit peu de la manière dont un certain nombre d'architectes se sont réappropriés un petit peu leurs compétences techniques pour justement se rendre utile à la lutte. Mais du coup, j'ai essayé. Et je sais pas si je suis nécessairement la bonne personne pour en parler, mais la seule chose qui peut-être me caractérise, c'est que je suis la personne la plus âgée de la salle et que du coup, j'ai un tout petit peu plus. Juste en simple observateur, j'ai pu observer ça. Donc je commence avec l'une des organisations les plus anciennes palestiniennes qui s'appelle Riwaq, qui maintenant ça fait 35 ans dont la mission a été c'est quoi le mot, de restaurer un certain nombre de patrimoines palestiniens, notamment Cisjordanie, pour lui rendre sa valeur et puis lui rendre les histoires, l'histoire avec un grand H et les histoires avec un petit H que ces architectures peuvent mobiliser. Et puis ensuite, je voulais dire que je vais présenter un certain nombre de personnes et je pense que ce sont des personnes qui ont une visibilité à l'échelle mondiale pour des raisons diverses et variées. L'une qui n'est pas des moindres, c'est que certaines de ces personnes sont israéliennes ou en tout cas non palestiniennes et du coup ont peut-être une facilité de diffuser leurs travaux plus grande que certaines personnes qui notamment, là j'ai juste mis une slide de l'université de Birzeit qui est l'université entre Ramallah et Naplouse, qui a une école d'architecture où il se fait de très belles choses. Donc faut vraiment pas penser à cette espèce de liste comme une espèce de document un peu exhaustif qui donnerait une liste définitive, mais bien penser comme de toute façon toute personne qui fait des études d'architecture, toute personne palestinienne qui fait des études d'architecture à l'université de Naplouse ou à l'université à Birzeit ou à Al-Quds forcément va avoir ce genre de questionnement et ce genre d'intervention en tête.
Donc il faut vraiment garder ça en tête. Et notamment aussi vous allez voir que la liste, elle est en majorité masculine et que voilà, la démographie des étudiants en architecture à l'échelle mondiale est largement désormais shifté pour une bien plus grande présence des femmes. Et donc là aussi, il faut s'imaginer que dans les absentes de cette liste, il y a beaucoup d'absentes justement. En 2002, deux architectes israéliens, Eyal Weizman et Rafi Segal, ont créé une exposition qui a été immédiatement interdite, mais ont réussi à produire un livre non édité en Israël qui s'appelait Civilian Occupation et qui a été traduite en français à l'époque par une occupation civile et qui donc répertoriait un certain nombre faisait une lecture architecturale des colonies israéliennes en Cisjordanie. Et Eyal Weizman est quelqu'un qui va revenir beaucoup dans cette présentation. Rafi Segal beaucoup moins. Il est redevenu le sioniste de gauche qui n'a sans doute jamais arrêté d'être. Mais il est prof au MIT et il fait pas forcément partie des personnes que je citerais comme étant particulièrement actifs dans la cause palestinienne. Eyal Weizman, en 2007, a ensuite écrit un livre qui est, à mon avis, absolument central pour comprendre ça. Et bien que maintenant il ait un certain âge, ce livre, je pense qu'il reste totalement d'actualité, qui s'appelait HoloLand, qui n'est pas un super jeu de mots. Mais donc il parlait un petit peu de ces différentes couches de colonisation architecturale et infrastructurelle en Palestine. Et donc ça reste vraiment, je pense, un livre référence, et notamment parce qu'encore une fois, en 2007, c'est pas forcément des conversations qui avaient pignon sur rue. La Fabrique, à l'époque, avait traduit un passage du livre qui est intéressant, mais qui, je pense vraiment le livre aurait dû faire l'objet d'une traduction entière. Et un petit peu dans le même esprit, autour de la même époque, à la fin des années 2000, s'est formé un collectif qui s'appelle Decolonizing Architecture, Decolonizing Architecture Art Residency, so DAR, fondé par l'architecte palestinienne Sandy Hilal, l'architecte italien Alessandro Petti, et puis Eyal Weizman, mais bon, qui était un petit peu je pense pas qu'il m'en voudra de dire la troisième roue du carrosse. Enfin, alors, il y a 4 roues sur un carrosse, mais la troisième roue de la moto, j'en sais rien. Et donc qui s'est emparé. En fait, c'était assez joli la manière dont ça se passait. Il faisait une résidence par an, invitait un certain nombre de personnes à venir, d'architectes en particulier, à se joindre à eux dans différents lieux de Palestine, et réfléchissait à la colonisation d'un point de vue strictement architectural. Et vraiment, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, c'était vraiment pas... Encore une fois, je ne dis pas que dans la société palestinienne elle-même, il n'y avait pas ce genre de conversation, probablement que si. Mais à l'échelle un peu mondiale, c'est vraiment quelque chose qui je pense, a influencé ma génération à moi, en fait, parce que c'est un peu la génération des personnes qui pourraient être mes jeunes parents, on va les appeler comme ça. Et donc voilà, qui a développé un certain nombre de projets, notamment sur la réappropriation d'une base militaire israélienne abandonnée en un refuge pour des oiseaux. Bon, voilà, on verrait ça aujourd'hui. Encore une fois, ça paraîtrait un petit peu mignon et pas forcément hyper radical, mais vraiment, je pense que ce sont le genre de personnes à qui on doit beaucoup, en tout cas dans ce qu'ils ont apporté à ma génération à moi, et qui a publié deux livres autour de ça. Là, on est à quoi? On est en 2013. Bon, si vous me permettez l'inélégance de m'ajouter un petit peu à cette liste, moi, mon premier livre a vraiment porté sur cette question-là, et justement à réfléchir comment est-ce que l'architecture, l'hypothèse selon laquelle l'architecture est toujours violente, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on dessine, quoi, parce que comment est-ce qu'on peut se servir de cette violence contre l'ordre colonial plutôt que contre
les personnes colonisées. Donc il y avait toute une histoire d'une architecture qui au final se faisait détruire, mais ne pouvait pas se faire détruire jusqu'au bout, donc laisser une ruine, donc laisser quelque chose que les villages palestiniens de 48 n'avaient pas pu laisser comme histoire. Alors eux, je les connais pas, mais les deux personnes qui avaient créé une plateforme à ce moment-là qui s'appelait Ahmad Barclay et auquel je vais revenir plus tard, et puis Dena Kadoumi qui est palestinienne elle-même, avaient créé un peu une plateforme comme ça de réflexion architecturale autour de la Palestine, et avaient notamment publié ce projet qui s'inscrivait à Hébron, qui là encore à l'époque, je trouve, c'était un projet d'étudiants en architecture, mais voilà, qui encore une fois, c'était pas forcément quelque chose qu'on voyait beaucoup, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si. Moi, je dis à une échelle, là, en dehors de la Palestine, la manière dont j'ai pu observer ces 15 dernières années, l'évolution, même ces 20 dernières années, l'évolution de la pensée critique, radicale, politique dans les écoles d'architecture du monde entier, vraiment, c'est génial, quoi. Vraiment, il s'est passé des trucs. Bon, alors je pense que le soulèvement Black Lives Matter de 2020 a vraiment fait beaucoup pour ça, mais d'un point de vue du temps un peu plus long, vraiment, il s'est produit des choses absolument géniales. Et Al Weizmann a ensuite écrit ce livre qui s'appelle The List of All Possible Evils, qui là sort complètement de l'architecture, mais qui pose la question de ces espèces de pactes avec le diable qu'on peut faire, que notamment des ONG peuvent faire, notamment dans le contexte palestinien, à dire « Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas bouger le tracé du mur de l'apartheid pour que là, il n'englobe pas ce champ-là, parce que le fermier palestinien est de l'autre côté » et tout ça. Donc en fait, qui en obtenant des concessions de la part de l'État colonial, légitimait quelque part le tracé du mur, puisqu'il avait été quelque part négocié. Donc c'est le genre de choses que Eyal décrit dans ce livre, mais aussi il a un chapitre entier qui s'appelle Forensic Architecture, qui à l'époque, moi je l'avais vu donner plusieurs fois cette conférence, c'était aussi une conférence, où il émettait l'hypothèse que dans toute ruine, que toute ruine pouvait être lue comme quelque part un cadavre à la morgue et faire l'objet d'une forensic. C'est un peu dur, un forensic en anglais, voilà la médecine légale, c'est-à-dire vraiment le comment tu dis, légiste. Voilà, c'est ça, les médecins légistes, voilà, qui vont à coups de scalpel et tout pouvoir expliquer la raison de la mort de quelqu'un, enfin, ou du meurtre de quelqu'un. Et donc, de la même manière, Eyal est quelqu'un qui a une pensée philosophique très puissante, qui parfois peut peut-être se sortir un petit peu de la terre, là où elle devrait peut-être rester parfois. Mais vraiment, là c'est pareil. Toute critique qui peut être faite sur le travail d'Eyal en général, ou sur Forensic Architecture plus tard, auquel je vais venir tout de suite, moi j'en ai un certain nombre de critiques. Néanmoins, je revois à chaque fois l'influence que ça a pu avoir dans la discipline, et ça j'en suis extrêmement reconnaissant, parce que vraiment ça a fait bouger les lignes. Et donc à la suite de ça, en 2011, Eyal a créé Forensic Architecture, qui était donc une espèce de laboratoire à Goldsmiths University à Londres, qui s'est agrandi. Là, ça devait pas ressembler à ça au début, ils étaient dans des bureaux un peu plus petits, mais où voilà, toute une équipe, notamment d'étudiants, notamment de doctorants, de doctorantes, mais aussi d'artistes et de personnes venant de l'extérieur, allaient enquêter sur un certain nombre de crimes de guerre, de crimes impérialistes ou coloniaux, et notamment en Palestine, même si ce n'était pas du tout restreint à cette géographie-là. Et je vous ai mis un petit peu je vous ai mis 4 slides, je crois, pour montrer un peu la manière dont ça a commencé avec Rhino en mode quand même assez trash en 2011. À 2014, qui avait quand même, on a parlé de pas mal de dates assez marquantes dans l'histoire de la Palestine. 2014, moi je l'ai connu, au final c'était presque, c'est horrible à dire, c'était presque moins atroce que le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais c'était absolument terrible
cet été 2014 où 2500 Palestiniens ont été tués à Gaza par les bombardements. Et donc il y a eu à l'époque déjà un effort assez conséquent de la part de Forensic Architecture je crois qu'investiguer, c'est pas un mot français, mais vous allez me le pardonner, j'espère, pour investiguer ce genre de situation. Et voilà, et du coup, arrivé à la fin des années 2010, on était beaucoup plus dans les scanners 3D et tout ça, avec une espèce de qualité graphique autre qui va jusqu'à l'assassinat de Shirin, la journaliste palestino-américaine de Al Jazeera, qui s'est fait assassiner par l'armée israélienne en 2022 dans le camp de réfugiés de Jenin. Où là, voilà, il y a toute une reconstruction de ce qui a pu se passer et qui en vient à la conclusion, évidemment, de... Bon, ça fait partie de l'une de mes critiques, éventuellement, c'est que d'un point de vue de la c'est Forensic Architecture, à la base, a été créé pour être actif dans le champ judiciaire, c'est-à-dire véritablement pour produire ce qu'en anglais on appelle evidence, ce qui est un terme aussi là qui est assez intéressant, parce que evidence, c'est ce qui est évident aussi, enfin c'est ce qui est rendu évident, mais ce qu'en français on appellerait preuve, dans le cadre de procès, de grands procès, de crimes de guerre et tout ça. Mais disons qu'au fil des années, Forensic Architecture est devenu un petit peu plus est devenu plus actif dans un forum public, dans les journaux, et puis même juste dans la diffusion des enquêtes. Et donc, on va dire qu'il y a un certain nombre d'investigations où les preuves qu'on nous apporte sont des choses qui prouvent des choses qu'on savait déjà, quoi. Enfin, que quelque part, que le colonialisme est tueur, que le colonialisme est violent. C'est quelque chose qui parfois il semble y avoir beaucoup d'efforts faits pour arriver à cette conclusion-là à laquelle on pouvait déjà être. Mais bon, bref. Ça, c'est deux livres qui retracent vraiment le travail de Forensic Architecture. L'un qui est ce livre collectif du groupe qui s'appelle Forensics, qui date de 2014, et l'autre qui est encore un livre de Eyal Weizman de 2017 qui s'appelle Forensic Architecture. Dont celui-ci a été traduit par Zone à la découverte, la collection de Grégoire Chamaillot à la découverte. Donc, je crois que je l'ai vu là-haut. Non, le jeune homme, je l'ai vu avec... ouais, voilà, exactement. La vérité en ruine. En plus, c'est bien, merci, je le connais. Je me rappelais plus du titre en français. Mais voilà, il y a eu d'autres... Enfin, pour moi, c'était quand même important que cette partie-là se résume pas uniquement à Forensic Architecture, parce que ce serait vraiment... faire obstacle à plein d'autres travaux qui sont faits, notamment par des personnes palestiniennes. Ça, c'est deux très beaux projets qui s'appellent Palestine Open Map, et l'autre, c'est Palestine Oral History Map, qui utilise des cartes de pré-48, mais de manière hyper... Enfin, les interfaces sont hyper bien faites, c'est ça aussi, à chaque fois. Pareil pour Forensic Architecture. Ils travaillent avec des designers vraiment... Enfin, il y a vraiment un soin de l'interface, chose qui n'est pas innocente, parce que ça peut nous arriver parfois de faire des projets et puis en fait de se dire bon, l'interface c'est secondaire puis ça coûte une fortune et tout ça, mais là c'est vraiment des super belles interfaces où en fait de la même manière qu'on peut être sur Google Earth, on peut zoomer comme ça sur des cartes de pré-Nakba, et notamment d'avoir des points dessus où des personnes d'un certain âge racontent leur Nakba justement à travers des interviews télévisées, des interviews vidéo, pardon. Chose incroyablement importante dans la mesure où voilà, 48 ça commence à dater un petit peu et que en fait les anciennes nous quittent, et donc le fait de préserver cette parole est absolument central, et de la diffuser également. Et donc ça, c'est des architectes qui travaillent sur ce genre de projet. Et puis je crois que c'est la dernière, Dima Srouji, je reviens à Dima, qui aussi utilise à la fois le scanner 3D aussi, et puis le médium du film pour parler en l'occurrence de la ville de Sébastia dans le nord de la Cisjordanie, qui est une ville romaine et qui régulièrement fait l'objet d'invasions de l'armée israélienne, et notamment avec toute une qualité, enfin toute une justification un petit peu à la manière de ce que Paola racontait, archéologique qui est très forte.
Ah oui, et puis la toute dernière, Jumana Abbas, mais là c'est plus en Palestine, mais bon, ça fait partie un peu de l'espace connexe à la Palestine, c'est le Jolan, c'est les plateaux en Syrie qui sont encore annexés à Israël, et voire même, pour tout vous dire, c'est là où les Israéliens vont faire du ski, donc en terre syrienne. Et donc là aussi, et c'est vrai que dans les études, notamment dans les études dans les écoles d'archi, où il y a pas mal de projets sur la Palestine, c'est souvent en Cisjordanie, ça peut arriver en Palestine de 48, ça peut arriver de temps à autre à Gaza, et le Jolan est complètement oublié généralement. Et donc là, il y a des efforts, notamment d'une amie palestinienne, architecte qui s'appelle Nora Akawi, à essayer aussi de recentrer le Jolan un petit peu dans la lutte commune palestino-syrienne dans ce cas-là. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous. J'ai répondu à la mission. Merci. Et juste avant qu'on passe à l'intervention de Clémentine, est-ce que tu peux juste nous dire si justement les actions d'investigation de Forensic Architecture et d'autres ont été portées juridiquement et de manière officielle au droit international, par exemple, ou autre institution? Est-ce qu'aujourd'hui ça fait office de preuve officielle ou non? Alors, j'avoue ne pas trop savoir, mais le fait que, ayant quand même beaucoup d'amis dans Forensic Architecture et ayant suivi l'histoire depuis le début, le fait que je ne sache pas est assez mauvais signe sur ce que ça veut dire. Néanmoins, la chose, vraiment l'effet le plus radical que j'ai pu voir, au-delà de l'effet à long terme d'influencer toute la discipline architecturale et tout ça, ça a été leur participation à ce qui s'appelle la Whitney Biennale à New York, où l'artiste irako-états-unien Michael Rakowitz avait décidé de boycotter, donc était sorti parce qu'un des membres du board du Whitney Museum faisait partie du board aussi d'une entreprise de fabrication de gaz lacrymogène dont on se servait à la fois aux États-Unis et en Palestine occupée. Et je me rappelle Forensic Architecture dire ouais, nous on va pas boycotter, on va pas partir, on va essayer de faire les choses de l'intérieur. Et je vous avoue qu'à l'époque où ils ont dit ça, j'ai fait ouais, bon d'accord, les trucs de l'intérieur je connais, c'est vraiment toujours un peu de l'auto-justification de continuer à faire un projet pour ne pas en partir. Et en fait, je me suis fait schooler parce que vraiment, ils ont réussi à faire une investigation tellement précise sur la production de gaz lacrymogène de cette personne-là du board qu'en fait, cette personne-là a dû démissionner. Donc c'était assez fort. Donc c'est peut-être l'effet le plus drastique auquel j'ai pu assister moi. Néanmoins, j'imagine qu'il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été faites, mais c'est pour ça que je pense que le collectif ensuite a plutôt été actif dans la sphère publique, ce qui est une bonne chose, je pense. Ce qui a fait des bébés qui, moi parfois j'ai aussi un peu mes réticences. Et puis dans la sphère artistique, où là j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal, même si en fait c'est de là que vient beaucoup des financements du collectif, donc à un moment il faut bien aller trouver l'argent là où il est, mais disons que on va dire que l'idée d'un vernissage avec des gens qui prennent du champagne devant enfin j'exagère, peut-être que je caricature un petit peu, mais bon, les gens qui prennent du champagne devant une enquête d'un jeune bédouin palestinien qui a été tué par l'armée israélienne, bon, autant dans une sphère juridique ça me paraît être d'une grande puissance, autant parfois selon le public et le contexte, j'avoue que je peux être un tout petit peu plus dubitatif, même si voilà, c'est un groupe qui existe depuis 13 ans et qui du coup a eu le temps d'évoluer aussi. Pour dire les choses de manière un peu caricaturale aussi, c'était quand même un peu un boys group au début, et ça s'est vachement amélioré aussi par la suite, donc voilà, c'est aussi un certain, enfin sont aussi beaucoup des personnes qui sont capables de se remettre en question, on va dire, sur un certain nombre de choses et d'évoluer, donc voilà, encore une fois, mes critiques sont toujours, je pense, bienveillantes et j'espère constructives. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse juste Clémentine faire son intervention et qu'ensuite on dégage très 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 vite de la cafette parce qu'on a un peu la pression pour ça, et que du coup les dernières questions on les pose devant ou au bar à côté, parce qu'on va se retrouver au bar à côté qui est à droite en sortant de l'école. Voilà. Désolée, mais on n'a pas le temps. Ok. Bon, du coup, ça réduit un peu ce que je voulais dire. C'est pas plus mal. Je vais vous balancer quelques chiffres clés du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Donc, si jamais vous m'entendez pas, vous n'hésitez pas à lever la main.
Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont un peu effrayants. Alors, 34 844, c'est le nombre de Palestiniens tués. Sachant que ça veut un peu tout dire et rien dire. C'est-à-dire que les chiffres, ils sont un peu compliqués à avoir, puisqu'ils sont ceux qui sont déclarés dans les hôpitaux. Il y a 24 886 qui sont déclarés par les hôpitaux sur place, dont 10 000 hommes, 4 959 femmes et 7 797 enfants. Et 1924 autres victimes qui sont considérées victimes âgées, qui sont mises à part. Plus, à côté de ça, 10 000 corps non identifiés et non répertoriés. Donc c'est des corps qui sont arrivés dans les hôpitaux, mais on n'avait pas les noms ni l'identité, donc impossible à répertorier, donc ils ne font pas partie des 34 000 énoncés. Donc ça veut dire qu'il y a 40% d'hommes qui sont morts, 20% de femmes, 32% d'enfants et 8% de personnes âgées, soit 60% de femmes et enfants tués. Il y a 79 141 blessés et 10 000 personnes toujours disparues. 2,3 millions de personnes ont été déplacées de force et 190 employés de l'ONU tués à Gaza. Je vous donne ces chiffres parce qu'ils sont compliqués à avoir et qu'ils évoluent tous les jours et qu'actuellement, depuis quelques jours, depuis début mai, ils évoluent encore plus puisque la bande de Gaza est attaquée et surtout la zone de Rafah qui est un camp où les gens se sont réfugiés qui est actuellement en pleine attaque. Voilà. Donc, pour résumer, moi, je fais partie du collectif Urgence Palestine, qui est un collectif qui a été créé en octobre 2023. Je vous laisse faire le lien. À l'initiative de Boussole Palestine, qui est un collectif de Palestiniens exilés, qui existait déjà avant et qui depuis quelques années, aide les Palestiniens qui sont exilés à venir simplement s'installer là où ils sont maintenant et garder le contact avec leur famille sur place. Donc nous, on est constitué de plusieurs associations, des syndicats aussi, et on a pour objectif initial, je vous lis le terme défini, de constituer un front large, populaire, démocratique, autour de certaines revendications que nous partageons pour un cessez-le-feu immédiat et la fin du blocus. C'est important parce que c'est ce qui définit vraiment Urgence Palestine. Nous, on a pour but de rassembler toutes ces associations. Donc, à côté de ça, on fait plusieurs actions à différents degrés. Le premier degré est l'appel au boycott avec la campagne BDS. Je vous ai mis des petits prospectus au fond qui répertorient toutes les entreprises qui travaillent de près ou de loin pour, malheureusement, le génocide en cours. Et ça concerne des entreprises qu'on voit tous les jours, qui nous donnent des médicaments, qui nous donnent de la nourriture, des dates. Donc je vous conseille de regarder ce petit papier et n'hésitez pas à boycotter. Il faut savoir que le boycott marche. Par exemple, Puma sponsorisait l'équipe de foot israélienne et depuis qu'elle est boycottée, donc depuis le mois d'octobre, elle s'est retirée. La marque s'est retirée de l'équipe. Donc, petit à petit, ça peut aider la lutte des Gazaouis. Et pas que des Gazaouis, d'ailleurs, de tous les Palestiniens. Donc ça, c'est le premier degré, qui est accessible pour tout le monde. C'est pas compliqué, il suffit simplement de ne pas acheter n'importe quel produit et que chaque produit qu'on achète, c'est un produit qui est engagé. Deuxième degré, c'est les rassemblements qui sont organisés par Urgence Palestine. Tous les samedis, c'est pas compliqué, c'est tous les samedis, place de la République. En général, autour de 14-15 heures. Troisième degré, c'est le soutien au blocage, comme vous avez peut-être vu récemment, dans des lycées, dans des universités, dans des écoles. Il y en a plein qui font ça, et je crois que d'ailleurs les filles ont des infos qui pourraient vous concerner. Et pour terminer rapidement, dans les dates à venir, donc bon, du coup c'est un peu tard, mais aujourd'hui on fête les 76 ans, fêter c'est un grand mot, mais les 76 ans de l'anniversaire de la Nakba. Et donc il y a une manifestation à 19h place de la République, donc on est en retard d'une heure, mais si vous voulez y aller, il y a encore des gens, au moins pour voir les autres membres de Urgence Palestine. Samedi, il y a une grande marche à 14h place de la République, et enfin dans le dernier gros événement qui va venir, dimanche prochain, il y a une marche européenne pour la Palestine libre, donc, qui est organisée par plusieurs associations européennes, qui va de la gare, en gros, jusqu'au centre de Bruxelles, pour faire appel à l'Union européenne pour s'investir un peu plus dans ce qui se passe. Voilà pour vous résumer le truc. J'ai fait très court. Et donc, vous avez les papiers sur les deux tables derrière. Un, Urgence Palestine, si vous voulez rejoindre en tant que bénévole, ou venir aux manifestations.
et boycott pour avoir toutes les entreprises. Sachant que Urgence Palestine a toujours besoin de petites mains, que ce soit pour faire tracter, pour faire des affiches, pour faire des petites actions, des grosses actions. Voilà. Et du coup, peut-être que vous pouvez aller devant la cafette si jamais il y a des questions suite à tout ce qu'on vient de voir. Donc, merci à tout le monde d'être venu. C'était super. Voilà.